Bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Ok. Alors, je ne suis pas venu tout seul parce que je suis un peu timide et à deux, ça sera beaucoup plus facile. Donc, je suis Gilles Gimeno, je m'occupe de la direction des opérations au sein du groupe S2I, donc c'est une société informatique, et Ala El Bouchti qui travaille avec moi, notamment sur le sujet d'intelligence artificielle. Donc, l'idée, dans un premier temps, c'est qu'on vienne vous parler un petit peu de l'histoire de l'IA. On n'est pas venu vous faire un cours sur l'IA, il y a d'autres gens qui vont vous expliquer ça beaucoup mieux. Et puis aussi, l'idée, c'est de vous donner quelques mots-clés, que vous sortiez de là en ayant en tête, savoir ça, je sais ce que c'est, ça, je sais ce que c'est, même si c'est une vision assez simpliste, mais au moins qu'elle soit bonne. Donc on va commencer par un peu d'histoire. Alors l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment, mais au final, c'est quelque chose qui date déjà de pas mal de temps. Alors évidemment, au début, on parle intelligence, donc on parle cerveau, on parle humain et on parle neurone. Donc la première chose qu'il y a eu, c'est en 1943, en gros, ce qu'on appelle le premier neurone formel. Donc l'idée, c'est de représenter mathématiquement la pensée humaine et expliquer comment les différents neurones interagissent entre eux. Donc en gros, un neurone, c'est une tête, un corps et des pieds. Et la tête et les pieds sont connectés à plusieurs neurones entre eux. Et donc c'est ce qu'on appelle le réseau de neurones. Là, c'était un neurone formel, quelque chose d'assez simple. Et en 1943, c'était un modèle purement mathématique. Donc le but n'est pas de vous expliquer derrière ce qu'ils en ont fait, mais on va avancer. Ensuite, en 1950, alors il y a Turing. Donc là, Turing, on en parle plus souvent, notamment suite à un film qui a eu lieu récemment, qui s'appelle Enigma. Donc il a été impliqué dans pas mal de choses pour décrypter pas mal de messages. Et Turing, c'est lui qui a mis en place un test qu'on appelle le test de Turing. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a une personne dans une pièce, et dans une autre pièce, il y a une machine et une autre personne. Et ces gens-là échangent par des messages, questions-réponses. Et si la personne qui est seule de l'autre côté ne sait pas que une des personnes qui a répondu en fait est une machine, c'est que le test est positif. En gros, c'est est-ce que la machine à un moment ou un autre va pouvoir supplanter l'homme. Ensuite, on passe en 56. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA a beaucoup avancé côté États-Unis. Hein, c'est vraiment là-bas qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Et donc beaucoup d'universitaires. Et donc en 56 à Dartmouth, donc c'est dans le... je ne sais même plus où c'est, si c'est dans le... Bon, je ne sais plus dans quel état c'est, pardon. En gros, il y a eu une conférence où beaucoup de gens qui travaillaient sur ce domaine-là se sont réunis. Et c'est là que pour la première fois, le terme d'intelligence artificielle est ressorti. Donc là, on ne va pas débattre sur le fait que est-ce que l'intelligence artificielle existe ou pas. Il y a un de vos collègues qui va en parler, mais je pense de manière plus poussée tout à l'heure. Et en 1957, il y a l'invention du perceptron. Alors on vous a mis une petite image pour vous montrer ce à quoi ça devait ressembler. Donc l'idée, c'est que c'est un algorithme d'apprentissage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, on proposait une lettre en entrée et le système devait afficher une lettre qui correspondait à cette lettre-là. Et s'il n'avait pas la bonne réponse, en fait, on modifiait l'algorithme pour qu'on arrive vers cet élément-là. En gros, c'est ça l'idée. On a une entrée, on cherche quelque chose en sortie, et tout ce qui se passe au milieu dans tous ces fils-là, c'est ce qui va permettre d'analyser l'élément et au fur et à mesure d'affiner l'algorithme. Donc ça, c'était les pionniers. Ensuite, l'IA, on en parle beaucoup aussi au cinéma. Donc par exemple, un fameux film de Stanley Kubrick, 2001 Odyssée de l'espace. Donc là, c'est carrément la machine super intelligente. Donc là, c'est vraiment l'intelligence supérieure et l'humain ne peut plus la contrôler. On rentre un peu dans le côté fantasme à ce moment-là. Et il y a beaucoup d'autres films derrière qui sont arrivés pour parler de l'IA au sens large, et toujours avec cette idée de suprématie par rapport à l'humain. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de recherches a été sponsorisées au niveau de l'État américain par des universités. Comme dans beaucoup d'États et dans beaucoup de lieux, il y a des gens qui sont des décideurs et qui sont des influenceurs. Et donc cette personne-là, qui est James Lighthill, en gros, il a dit à l'État américain, écoutez, arrêtez parce que ça ne marchera jamais ce truc-là. Donc ça a jeté un coup de froid, c'est-à-dire que beaucoup de budgets qui étaient déployés pour avancer sur l'IA et avec des moyens de plus en plus conséquents et surtout des techniques de plus en plus innovantes, se sont carrément arrêtés. Donc ça, en gros, ça a été un gel sur l'IA pendant pas mal d'années. Donc en 80, en gros, il y a le machine learning. Donc en gros, l'intelligence artificielle, il y a plusieurs domaines. Et Allah vous présentera très vite, tout à l'heure et de manière assez simple, ces domaines et ces sous-domaines de l'intelligence artificielle. Mais voilà, c'est vraiment le machine learning avec le deep learning qui commence à apparaître à ce moment-là. Tout simplement parce qu'on commence aussi à avoir des moyens techniques et informatiques un petit peu plus performants et un petit peu plus puissants.
En 97, donc là, à cette époque-là, il y avait des champions du monde d'échecs, c'est Garry Karpov et Kasparov, et en gros, c'était vraiment des maîtres là-dedans. Et c'est un super calculateur d'IBM qui s'appelle Deep Blue, qui a été entraîné pour comprendre différentes stratégies au niveau du jeu d'échecs et qui a été mis en confrontation avec justement ce champion du monde, Garry Kasparov, et il l'a battu plusieurs fois. Donc voilà, donc ça c'est la première fois où finalement un humain se faisait battre par une machine. Et surtout ça mettait en avant les capacités en fait d'apprentissage des machines pour justement comprendre ces éléments stratégiques. Ensuite, on arrive dans une phase d'accélération. Alors pourquoi une phase d'accélération ? Tout simplement parce que les moyens, encore une fois, les moyens techniques sont de plus en plus performants. On a des capacités de calcul de plus en plus importantes. On a aussi des moyens financiers complètement différents. Et puis, il y a beaucoup de sociétés, de personnes qui s'ouvrent justement sur ces sujets-là. Donc là, on parle, tout ce qui est apprentissage et tout ce qui est intelligence artificielle, à la base, c'est de la donnée, c'est de la data. On fait un apprentissage parce qu'on a de la matière sur laquelle on va faire cet apprentissage-là. Et donc, le terme de big data est vraiment apparu en 2005. En gros, c'est pour dire qu'est-ce qui nous sert de matière première pour notre intelligence artificielle. Pardon. Ensuite, en 2011, ah oui, c'est mieux là. Donc là, c'est IBM toujours, mais cette fois-ci avec un élément qui s'appelle Watson. Donc aux États-Unis, il y a un jeu qui s'appelle Jeopardy, c'est un jeu de culture générale qui fait fureur. Alors on pourrait comparer à qui veut gagner des millions chez nous maintenant, mais ils ont le même jeu chez eux. Donc c'est un jeu de culture générale et en fait, il y a des concurrents, enfin des participants au jeu humains qui ont joué et parmi les concurrents, il y avait une machine. Voilà. Ce qui se passe, c'est que cette machine, elle a ingurgité pendant très très longtemps en phase d'apprentissage énormément d'informations. Et surtout, elle était capable de ressortir ces informations-là très rapidement, contrairement à peut-être à certains humains qui n'avaient pas toute cette matière-là. Et donc, c'est à ce moment-là que, pareil, en 2011, Watson a montré qu'au niveau du jeu Jeopardy, il était capable de battre un certain nombre d'humains qui étaient évidemment, on peut considérer que c'était des gens qui étaient déjà des champions dans le jeu, qui avaient déjà gagné pas mal de parties. En 2013, c'est la ruée sur l'IA. Donc les GAFA, donc je ne vous explique pas ce que c'est, vous savez tous. Hein. En gros, ils se disent l'IA, c'est un truc dans lequel il faut aller. Alors, soit on part de scratch, soit on achète ceux qui savent faire. Et c'est ce qui s'est passé. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que Siri, ce n'est pas un truc que Apple a inventé, c'est une société qu'ils ont rachetée avec Siri et qu'ils ont ensuite, eux, par contre, à plus grande échelle, complètement déployé. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont des iPhones, ils ont Siri dessus. Et on ne parle pas des Google, etc. Voilà, mais c'est le même principe. Ensuite, en 2016, on passe une étape supplémentaire, c'est-à-dire que tout à l'heure, c'était IBM avec les échecs. Là, on passe chez Google avec un logiciel qui s'appelle AlphaGo. Et ça, c'est sur le jeu de Go. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent le jeu de Go. Moi, personnellement, je ne connais pas. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que l'échec à côté, c'est relativement simple. Et parce que le nombre de combinaisons possibles, il est vraiment énorme. Donc, l'humain, à ce niveau-là, atteint certaines limites. Donc, il y a un champion qui s'appelle Lee Sedol, donc qui, lui, visiblement, excelle là-dedans. Mais le logiciel AlphaGo a été capable de le battre parce qu'il a été capable justement d'ingurgiter encore plus de combinaisons que l'humain ne peut pas à ce jour entre guillemets être capable de gérer. Enfin en 2017, donc l'IA, elle rentre chez les gens, elle rentre de plein de manières. Alors là on parle des assistants vocaux que chacun peut avoir chez soi. Mais on peut aussi parler de tout ce qu'on a aussi au niveau des smartphones, enfin tous ces éléments-là qui, poser une question et avoir une réponse, ça nous semble évident, mais c'est peut-être pas si simple que ça à gérer. Et donc là, l'IA, elle s'invite à la maison et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que c'est à partir vraiment de ce moment-là que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui parle, on va dire, au grand public, parce que ça commence, on va dire, à se démocratiser, que les gens sont capables de la faire rentrer chez eux volontairement. Et enfin, en 2018, la France se dit, l'IA, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut qu'on soit présent. Elle a décidé de mettre des moyens. Alors on peut, je pense, considérer qu'ils ne sont peut-être pas suffisants parce qu'on a un tel retard sur certains sujets que ça va être difficile de rattraper. Par contre, je trouve que l'intention est tout à fait louable et donc c'est déjà plutôt positif. Donc voilà. Donc la France a décidé qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait déjà former des gens parce que c'est des métiers et c'est des méthodologies de travail qui sont quand même assez particulières,
qu'il faut appréhender, c'est des outils aussi, et puis aussi c'est des moyens, parce qu'il y a des capacités de calcul. Et au final, il y a un autre élément, c'est aussi les données. Donc nous, on est bien placé pour en parler, notamment les données de santé. En France, il y avait des choses qui sont très très contraignantes pour pouvoir accéder à des données de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des choses qui sont faites sur les données de santé aux États-Unis, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes, et puis que dans certains cas, ils génèrent eux-mêmes leurs propres données, c'est-à-dire que l'IA crée elle-même ses propres données. Mais au bout d'un moment, la France, on va dire, c'est un handicap, parce qu'on a beaucoup de contraintes, on parle du RGPD, mais santé, c'est le consentement du patient, etc. Mais je pense que ces handicaps, on peut les transformer en opportunités, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, les problématiques de confidentialité ou autres, même si certains pour l'instant s'en affranchissent, je pense qu'au contraire, à un moment, ils vont y venir. Et nous, on sera peut-être en avance de phase sur ces sujets-là. Voilà, donc en quelques mots, voilà, c'était un peu historique de l'IA, mais en quelques mots, c'est quoi l'IA? Donc je passe la parole à Ala qui va vous... Merci. Alors, bonjour à tous, ça marche. Alors, qu'est-ce que l'IA? Alors, l'intelligence artificielle, c'est le domaine scientifique qui traite de l'étude du comportement, de l'étude, la conception et de la mise en œuvre, on va dire, des algorithmes et des machines intelligentes, entre guillemets, on va dire, d'une certaine manière. Moi, j'ai dit algorithme, bon, c'est partiellement vrai, on va dire. Après, machine intelligente, parce qu'il y a tout un écosystème autour. On a une partie électronique, on a une partie informatique, on a une partie traitement de données, collecte des données. On a ensuite une partie aussi qui commence à apparaître, c'est la partie sociale et éthique, on va dire. Donc pour la partie électronique, on a par exemple la collecte des données à partir des capteurs, des choses comme ça, donc c'est la partie électronique. Par contre, pour les réseaux de neurones, donc c'est voilà, donc plus dans la partie mathématique qu'on va voir ces notions-là. En informatique, on a aussi les traitements de données, donc on va dire les traitements de données à grande échelle, et aussi l'apprentissage profond qui rentre en œuvre. Voilà, donc qui est le mot en anglais, donc d'où le mot en anglais deep learning, on va dire. Mathématiques, donc on a beaucoup de modèles d'analyse de données, donc honnêtement, sans les mathématiques, on ne serait pas allé bien loin, on va dire. Et ensuite, les sciences humaines et sociales, donc voilà. Donc on part sur l'éthique. Est-ce que l'IA, sur les dangers que pourrait apporter une intelligence artificielle, quelles seraient les limites à ne pas dépasser, on va dire. Donc c'est vraiment des questions qui commencent à se poser. Et comme on a vu par exemple pour la voiture autonome, il y a la fameuse question: qui est responsable? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle en soi? Donc c'est des réponses auxquelles il faudra apporter des réponses, des questions auxquelles il faudra apporter des réponses. Voilà. Donc en quelques mots, comme j'avais dit, donc l'intelligence artificielle, c'est vraiment tout ce panel de mots qu'on est en train de voir justement. Donc on parle de deep learning, de machine learning, automation justement. Donc c'est vraiment beaucoup de domaines ou bien une combinaison de beaucoup de domaines pour former et donner, on va dire, ce domaine qui est super intéressant, qui est l'intelligence artificielle. Donc comme l'a expliqué Gilles, donc, on a connu beaucoup d'évolutions à travers l'histoire, de concepts qui paraissent maintenant peut-être, on va dire, de concepts basiques jusqu'aux concepts beaucoup plus complexes à ce jour. Mais voilà, donc on est parti par exemple Early Artificial Intelligence. Donc voilà, donc on a le début de l'intelligence artificielle dans les années 50 et après l'après-guerre. Et ensuite, on a le machine learning qui arrive et qui est beaucoup plus palpable, on va dire, pour les entreprises, et dans un premier lieu pour les chercheurs, et ensuite pour les entreprises. Donc ça a permis, par exemple, de mettre, on voit par exemple l'image dans l'exemple, c'est le spam, par exemple. Comment faire un tri intelligent des spams, des emails entre spam et non spam. Et ensuite, le deep learning, où il a fait une grande percée, on va dire, dans le domaine voilà, de la vision assistée par ordinateur. Et aussi, on a vu dernièrement des percées dans le domaine de la traduction, dans le domaine de la traduction et de la génération de dialogue, on va dire. Donc pour être plus précis, donc on va dire qu'on va essayer d'écrire assez succinctement, sans rentrer dans les détails techniques ni théoriques d'ailleurs, de ce que c'est que le deep learning ou le machine learning d'une manière générale. Je veux dire, on va plus s'axer sur le type d'apprentissage. Il faut savoir, donc, on en a recensé 3 pour l'instant. Donc, on a un apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on a un nombre de classes connues, c'est-à-dire que par rapport à la donnée qu'on fournit,
on connaît d'une certaine manière, c'est l'homme qui a déjà qui a donné la réponse par rapport à qu'est-ce que c'est que cette donnée-là, on va dire. Et l'ordinateur, ce qu'il doit faire, donc, c'est justement, il doit essayer de deviner à quoi correspond cette donnée par rapport à une classe. Et s'il ajuste, donc c'est très bien, donc l'erreur ne sera pas prise en compte. Bien, du coup, il n'a pas commis d'erreur, mais par contre, si sa réponse est erronée, alors on calcule une erreur qui, à partir de là, on va essayer donc de corriger ce modèle-là pour qu'il soit beaucoup plus précis par la suite. Donc c'est un apprentissage par rapport à l'historique qu'il a vu, on va dire. Pour réaliser les tâches, donc il faut, on va dire qu'il est axé sur des tâches bien définies. Et donc c'est un peu la limitation de ce type d'apprentissage, c'est que par exemple un modèle de deep learning qui est axé sur le traitement des spams ne saura faire que ça, d'une certaine manière. Sauf au cas où, bien sûr, on l'entraîne à faire d'autres choses à côté, ce qui est aussi possible. Donc pour classifier les données futures également, donc le but tout simplement, donc c'est qu'après avoir entraîné notre modèle et qu'il soit assez performant, il faut qu'il ait la capacité de généraliser sur des données qu'il n'a jamais vues auparavant. Et donc c'est là où on a vraiment toute la difficulté par rapport au machine learning ou le deep learning, c'est vraiment comment est-ce qu'on essaierait de généraliser. Et la solution, c'est d'avoir beaucoup plus de données, c'est la première solution qui apparaît. Et par la suite, on va dire qu'il y a d'autres solutions beaucoup plus mathématiques que des chercheurs ont pu apporter, qui ont apporté un très grand, on va dire une très grande avancée dans ce domaine. Ensuite, l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on a juste un amas de données, on ne connaît pas forcément ces données à quoi correspondent, on connaît peut-être que le domaine où est-ce qu'elles interviennent. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est comment est-ce qu'on pourrait arranger ces données sous forme de différents groupes, par exemple, ce qui donnerait la notion de classe ou de label, d'une certaine manière. Donc comme c'est écrit, c'est vraiment pour décrire les données, pour analyser les données, et on retrouve ça par exemple dans l'analyse pour l'aide à la décision, ce genre de choses. Et enfin l'apprentissage renforcé, reinforcement learning, donc c'est un apprentissage qui apprend la machine à réagir aux événements. Donc c'est-à-dire que à travers, on va dire à travers le système si cet événement, tu as bien agi par rapport à cet événement-là, donc tu as une récompense. Si par contre, par rapport à cet événement-là, tu as mal agi ou c'est l'action qu'il ne fallait pas prendre, donc c'est un point, tu as une pénalité, voilà. Et à travers ça, ils ont pu avoir vraiment donc c'est beaucoup plus théorique et beaucoup plus technique que ça. La façon dont j'explique, c'est très simple, on va dire, c'est assez basique. Et peut-être que ça n'approche pas forcément de la réalité des choses. Mais voilà, donc on essaie d'employer les mots simples, on va dire, pour ça. Où est-ce qu'on peut voir ce genre de choses? C'est dans les recommandations, l'aide à la décision, le scoring et le gaming. Et surtout dans le gaming, voilà, donc comme on a vu par exemple dans le jeu des échecs ou dans le jeu du Go, donc c'est là où on a vu l'apprentissage renforcé, faire ses preuves et on va dire gagner à tous les niveaux. Même on va dire que c'est le niveau suprême qui existe à ce jour. Voilà. Donc je vous remercie, on vous remercie pour votre attention et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, merci.